Merci. Donc, on passe au post-op. Donc, je vais vous faire un rappel sur la ventilation NAVA. Je vais vous parler de notre expérience. Et puis après, je vous parlerai brièvement de l'étude qu'on a mis en place dans le service qui va bientôt démarrer, NAVADIAF. Donc la NAVA, c'est la Neurally Adjusted Ventilatory Assist. Donc elle s'oppose à la ventilation conventionnelle qui, on le sait, a des effets secondaires. On connaît le barotraumatisme, le biotraumatisme. Et ce qu'on connaît un peu moins, c'est qu'il y a une atrophie diaphragmatique qui se crée très rapidement en ventilation artificielle, puisque une étude a montré qu'après quelques heures simplement de ventilation artificielle, il y avait déjà une diminution de 50% du diamètre des fibres du diaphragme. La NAVA, c'est une ventilation qui est du coup adaptée, proportionnelle à la demande du patient et qui a l'avantage de maintenir l'activité diaphragmatique. On pourrait être séduit par cette ventilation qui semble intelligente. Donc, un rappel de physiologie sur la ventilation spontanée et du coup la ventilation artificielle. Donc c'est notre cerveau qui commande, le nerf phrénique qui active le diaphragme, le diaphragme va se contracter, il y a une baisse de la pression pleurale et un débit inspiratoire. Quand on est en ventilation artificielle, on shunte complètement toutes ces premières étapes et on va directement du respirateur au débit qui est mis dans les voies aériennes et dans les poumons. La physiologie de la NAVA, donc, elle repose sur cette commande diaphragmatique qui s'appelle l'EDI. L'outil, c'est donc la détection de l'activité électrique du diaphragme, qui est un reflet de la demande ventilatoire du patient qu'on détecte donc grâce à une sonde œsophagienne. C'est intéressant parce que ça s'oppose aux triggers classiques qu'on connaît, que ce soit des triggers de débit ou des triggers de pression. Et on sait la difficulté en réanimation de ces triggers, notamment chez les petits poids, avec le problème de l'auto-trigger, du délai de réponse, des fuites. Et du coup, on est très intéressé par le trigger électrique. Ça, c'est le même schéma que précédemment, avec la connexion de la ventilation spontanée. Là, c'est le trigger classique et on voit que le trigger électrique, il intervient beaucoup plus tôt dans la chaîne de commande ventilatoire. Donc, il faut un peu connaître la terminologie avant de parler de NAVA. Donc, ce qu'on mesure, c'est l'EDI, donc pic ou max, c'est l'effort inspiratoire nerveux qui est responsable de la taille et de la durée de la respiration. L'EDI min, c'est l'activité tonique spontanée du diaphragme qui est jamais nulle. Et ce qu'on va régler, on va le voir après, c'est le trigger EDI, donc pour pouvoir détecter l'activité électrique sans détecter le bruit de fond. Et le niveau NAVA, qui est à peu près la seule chose qu'on va régler, qui est le facteur de conversion entre le signal EDI et la pression de ventilation. Avec cette formule, donc, on règle notre niveau NAVA et en fonction de la différence entre l'EDI max et l'EDI min, en ajoutant la PEP, on va avoir notre pression max, notre pression inspiratoire. L'EDI, il a été étudié chez le nouveau-né et il y a une étude de Stein qui a montré que chez le nouveau-né à terme sans pathologie respiratoire, il était à peu près entre 6 et 16 microvolts. Et ce qui est très intéressant en NAVA, c'est qu'on a ce concept de breakpoint qui en fait permet une protection alvéolaire, une protection du barotraumatisme. En gros, pour simplifier, si votre EDI max est trop haut, c'est que votre patient n'est pas assez aidé, on pourrait schématiser, qui fait un effort inspiratoire important. S'il est trop bas, c'est que votre patient est trop aidé et qu'il ne fait plus assez d'efforts. Et en fait, ce qu'ils ont vu, c'est que en montant le niveau NAVA progressivement, même si l'EDI va se moduler entre guillemets à l'aide qu'on va lui apporter, et à un moment, la pression va arrêter de monter. C'est-à-dire que vous allez trop aider votre patient, mais du coup, il va en demander moins. Et du coup, votre pression, finalement, elle va être, la pression max, elle va être la même. Donc, vous allez protéger vos poumons. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, on pourrait dire que c'est une ventilation intelligente. Ça, c'est un tableau qui compare ce que la ventilation NAVA, ce que le patient contrôle en ventilation NAVA versus la ventilation conventionnelle. Donc, on voit qu'en NAVA, il détermine le début de la respiration.
la pression, qui est directement proportionnelle au signal EDI, le temps inspiratoire, la pression inspiratoire est maintenue jusqu'à ce que le signal électrique diminue de 30%, du coup, et également le temps expiratoire et la fréquence respiratoire. Alors que finalement, en ventilation conventionnelle, on détermine le début de la respiration et la fréquence, et encore que dans certains modes. En pratique, comment on fait de la NAVA donc avec les respirateurs Maquet, donc cerveau I ou cerveau N, et un module NAVA. Donc on a 3 types de sondes, 6, 8 ou 12 French. On utilise surtout 6 et 8 chez le nouveau-né. On positionne sa sonde, il y a des mesures en fonction, il y a des mesures standardisées, et après on regarde le signal électrique. Il faut que l'activité diaphragmatique soit sur les deux QRS du milieu. Et ensuite, on va faire nos réglages. Donc, on règle le niveau NAVA, la PEP et le trigger. Et au début, on passe souvent de la VACI à la NAVA et on regarde quel niveau NAVA il faut pour que nos courbes de NAVA, qui sont en rose pâle, là, se superposent à notre pression en ventilation conventionnelle. Et après, on part là-dessus et après, on fera varier les paramètres en fonction de la clinique, de la biologie et de la radio. Donc, quels sont les bénéfices de cette ventilation NAVA? Il y a beaucoup de littérature chez le prématuré. Elle permet de diminuer les pressions de ventilation, le travail respiratoire, elle améliore la synchronisation et les échanges gazeux. En résumé. Alors, quelle est la littérature dans la hernie? Il y en a très peu. Il y a un case report en 2011. L'étude la plus grosse, c'est l'étude de Gentili de 2013 qui a étudié 12 patients et alors, qui a montré, parce que la NAVA, on disait que ça ne marchait pas dans les hernies, qui a montré que le signal EDI était correctement capté chez la majorité des patients, sauf chez 2 patients qui avaient une agénésie totale d'un hémidiaphragme. Et elle montrait une diminution de la pression de ventilation et de la PaCO2 et une amélioration de l'index d'oxygénation. Et après, il y a eu d'autres séries de cas, mais moins intéressantes. Donc, notre expérience rapidement, donc nous on utilise la NAVA ventilation invasive et non invasive, qui est devenue maintenant courante ces 3 dernières années. On l'utilise chez le prématuré, les dysplasiques et les hernies diaphragmatiques. Donc dans les hernies, on l'utilise en post-opératoire, en sevrage, quand l'analgésie est contrôlée et que les paramètres hémodynamiques sont stabilisés. On a 4 respirateurs. Globalement, on trouve que c'est facile d'utilisation. On a quasiment tout le temps un signal EDI. Et on a pour l'instant simplement l'impression clinique d'un bénéfice avec un sevrage ventilatoire plus rapide, une diminution des sédations. Et on n'a pas observé d'effet indésirable dans notre population. Donc, j'ai repris un peu nos hernies des 3 dernières années, donc 2015, 2016, 2017. Et j'ai essayé de regarder ce qu'on avait fait en NAVA. Donc déjà, la population globale. Donc, on a 28 hernies, un LHR moyen à 43%. On avait 86% de hernie gauche, 14% de droite. 78% de diagnostic anténatal, 57% de plastie, 32% de lambeaux ou plaques. 28% de décès, 7% de dysplasie. Et après, au niveau des thérapeutiques, on utilise le NO chez 50% des patients, le Romodulin chez 32%, le Sildenafil chez 21%, 71% ont des amines. On n'avait pas d'ECMO sur ces 3 dernières années. Alors, après, j'ai regardé la NAVA. Donc, la NAVA, on l'a utilisée chez 9 patients sur ces 28. 7 avaient eu une chirurgie plus importante, lambeaux ou plaques, 2 seulement des plasties. Donc ça veut dire qu'on l'utilise chez des enfants qui ont des défects diaphragmatiques plus importants. Et on avait même un des patients chez qui ça a très bien marché, qui avait une agénésie totale du diaphragme, d'un hémidiaphragme. On a eu un décès. On a évidemment une durée de ventilation plus longue, et à 18,7 jours, mais en même temps, ceux qui n'ont pas eu de NAVA, soit ils sont décédés très tôt, soit c'était les moins graves et ils étaient extubés très vite. On ventile en NAVA en moyenne 3,5 jours. On a fait de la VNI NAVA chez 6 patients sur ces 9.
Et 2 patients sur les 28, et les 2 étaient dans le groupe NAVA, avaient une dysplasie modérée, donc un support ventilatoire non invasif à 56 jours de vie. J'ai regardé un peu les données chez ces 9 patients. Alors, ce n'est pas du tout statistiquement valable parce que j'ai pas pu... ce n'est pas des données qu'on peut extraire facilement. J'ai regardé un peu comme ça ce que ça donnait. Et c'est sur un tout petit échantillon. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de données non renseignées. Donc ça, c'est de la faute des infirmières. Mais... parce que c'est reporté dans notre logiciel informatique, c'est mal reporté. Donc c'est absolument pas à interpréter comme valable, mais c'était pour avoir un peu une idée. Et globalement, on voit que sur notre petit échantillon, en tout cas, on ne fait pas moins bien qu'en VACI, puisqu'on a des pressions max en AVA qui sont plutôt plus faibles, des CO2 qui sont aussi plutôt plus faibles, des FiO2 qui sont en tout cas quasiment similaires, voire un petit peu plus faibles. On a un seul patient chez qui on n'a pas réussi à extuber, qui est décédé finalement d'un sepsis. Comme je vous disais, 6 ont eu de la VNI et 2 ont été directement mis en lunettes au débit. Voilà, donc à partir de ça, on a eu envie de faire de la recherche et de montrer d'abord, de décrire d'abord ce qu'on voyait en AVA. Donc on a une étude qui va bientôt être débutée, pour laquelle Fimato nous a aidés. Donc c'est une étude qui vise à décrire le travail respiratoire chez le nouveau-né atteint d'hernie diaphragmatique congénitale versus la ventilation conventionnelle en sevrage de ventilation mécanique. C'est une étude pilote prospective descriptive. On va inclure tous les nouveau-nés de plus de 34 semaines qui ont eu une chirurgie réparatrice de hernie et qui sont intubés en ventilation conventionnelle. Nos critères de mise en AVA, c'est des critères respiratoires. Il faut que les enfants soient quand même relativement stables en VACI avec une FiO2 de moins de 50%, une PEP inférieure à 5. Il faut qu'ils aient plus de traitement vasopresseur ou inotrope. Et il faut qu'ils aient évidemment une analgésie post-opératoire contrôlée avec des doses de sédation et d'analgésie limitées parce qu'on on arrête quasiment les sédations, on arrive quasiment à arrêter les sédations. Donc on va mettre un cathéter souple de mesure de pression œsophagienne et gastrique qui est tout petit, en plus de la sonde de mesure de NAVA, qui est aussi une sonde d'alimentation. Hein. Donc en tout, il y aura 2 sondes oro- ou nasogastriques. Et on va analyser pendant 6 heures, 2 heures de VACI, 2 heures de NAVA, 2 heures de VACI pour avoir un peu un wash-out, une comparaison des deux. On va regarder les caractéristiques générales, le statut respiratoire, les échanges gazeux, et on va mesurer donc les pressions des voies aériennes récupérées directement via le respirateur et la mesure des pressions via cette sonde de mesure qui va nous permettre d'estimer le travail respiratoire par le produit pression temps diaphragmatique. En conclusion, donc, la NAVA, elle permet une meilleure synchronisation. Elle intègre le concept de décharge du travail diaphragmatique, qui est très intéressant surtout via le rétrocontrôle rapide qui évite la surdistension. Et surtout, nous, on a un gros bénéfice parce qu'on diminue, voire on arrête les sédations. Et c'est les enfants qui sont confortables, intubés avec pas ou peu de sédation. Après, il faut accepter de perdre un peu le contrôle, de ne pas décider tout. Et on a quand même des incertitudes parce qu'il y a peu d'études sur les risques de barotraumatisme, les hypoventilations. Notre expérience, elle est plutôt positive, comme je vous l'ai montré. Et donc, on a cette étude à venir qui est donc une première étude physiologique qui s'intéresse au travail respiratoire chez le nouveau-né porteur de hernie. C'est un prérequis, on pense à la démonstration du bénéfice clinique de la NAVA, après sur la durée de ventilation, sur la morbidité. Et elle est faisable puisque nous, on utilise la NAVA en routine et que ces sondes œsophagiennes sont déjà utilisées chez le nouveau-né de petits pois prématurés ou nourrissons. Je vous remercie.
Merci. J'ai oublié de vous dire que Leïla est praticien hospitalier à Lyon en néonate. Moi, j'ai une petite question sur vos, sur vos critères d'exclusion. Je ne comprends pas bien pourquoi est-ce que vous excluez les, entre guillemets, les plus graves, notamment sur les critères hémodynamiques. Parce que des enfants qui ont encore besoin d'un peu d'amine, mais qui vont plutôt mieux sur le plan respiratoire, on en a. Pourquoi est-ce que vous excluez ceux-là ? Alors, en fait, on n'exclut pas vraiment les plus graves, mais souvent, la NAVA, elle survient dans un processus de sevrage ventilatoire, et c'est vrai que souvent, ils sont sevrés d'amine. Alors, ils peuvent encore avoir des traitements anti-HTAP, mais c'est vrai qu'on pourrait mettre une dose on pourrait mettre un minimum de dose. Mais en fait, je comprends. Pourquoi est-ce que vous voulez les exclure ? C'est plus ça la question. En fait, c'est pas vraiment une exclusion, c'est plus quand est-ce qu'on met les enfants en NAVA ? Ouais, enfin, pourquoi ça vous empêche de les mettre en NAVA ? Ça n'empêche pas de les mettre en NAVA, mais c'est plutôt le reflet de la stabilité du patient et de se dire qu'on va pouvoir arrêter ou bien diminuer les sédations. Souvent, ça va avec. Après, ça ne me choquerait pas d'avoir une toute petite dose de noradré encore. Et ça, effectivement, on pourrait peut-être le modifier, mais en tout cas, il ne faut pas que ça soit un enfant encore très instable. Après, peut-être, on n'a jamais essayé de mettre un enfant très instable en NAVA, mais souvent, ils sont quand même endormis, et ça, on sait que la NAVA, ça ne marche pas. Non, mais en réfléchissant entre guillemets physiopathe, c'est vrai qu'il y a peut-être certains de ces enfants qui ont encore besoin de traitement vasopresseur peut-être parce qu'on les ventile trop, parce qu'on les distend, et que peut-être à eux justement la NAVA pourrait rendre service. Du coup, je me dis peut-être qu'il ne faut pas les contre-indiquer, quoi. Oui, alors, tout à fait. Oui, non, mais après, ça c'est plus, c'est pas vraiment un critère d'exclusion. Enfin, je l'ai mis là, mais c'est plus nos critères à nous de mise en NAVA, et c'est plutôt une habitude de service. Et c'est souvent des patients qu'on est en train de sevrer ou qu'on a du mal à sevrer en ventilation conventionnelle, mais qui, sur le reste, sont assez stables. Et surtout, l'analgésie sédation, en fait, c'est surtout ça. Parce que le signal EDI, on le voit quand même apparaître quand il commence à se réveiller. En tout cas, c'est une très belle étude. C'est vrai qu'intuitivement, on s'interroge sur le mode de fonctionnement parce qu'il manque un diaphragme. Donc ça fonctionne que sur un seul diaphragme. Est-ce que le signal EDI est différent d'une population contrôle habituelle ? Est-ce que vous devez par exemple augmenter le gain par rapport à une population habituelle avec 2 diaphragmes ? Alors non, le trigger, on le change jamais. C'est donc toujours 0,5. l'intensité du signal est similaire, hernie par hernie. En tout cas, nous, dans notre expérience, l'étude de Gentilly, eux, ils avaient l'expérience de 2 cas où ils n'avaient pas réussi à capter. Nous, dans les cas, alors après, les cas les plus graves, on ne les met pas en AVA parce qu'ils arrivent, ils décèdent ou avant. Mais dans ceux qu'on arrive à mettre en AVA, on a toujours eu un signal EDI, même s'il y en a un qui avait vraiment une agénésie complète d'un hémidiaphragme. Alors après, il y a le signal électrique, il y a l'autre diaphragme, probablement qu'on capte quand même un signal électrique alors même qu'il manque un diaphragme. Alors ça, c'est l'autre question que je me posais. C'est vrai qu'à Lyon, vous mettez des patchs musculaires. Est-ce qu'on ne récupère pas le signal diaphragmatique de ce patch qui fait que finalement la NAVA marche bien parce que, pas un patch, un lambeau musculaire. Oui, on voit bien le gros avantage, c'est une meilleure adaptation à la ventilation de l'enfant, donc moins de sédation, donc moins de durée de ventilation. Vous faites de la NAVA en VNI, tout ça c'est quand même des vrais plus pour le confort du bébé. Et moi, sur votre expérience de la VNI NAVA, quelle efficacité ? Parce que c'est vrai que nous, quand on a des enfants un peu insuffisants respiratoires chroniques dans les hernies qui commencent à grandir, on est assez vite... les interfaces, en fait, ils les tolèrent assez vite, assez mal. Est-ce que vous avez c'est quoi votre expérience, vous, avec la VNI NAVA ? Alors, la VNI NAVA, dans les hernies, on n'a pas d'enfants qui... je pense, Sébastien, on n'a pas d'enfants qui sont restés très longtemps
en VNI Nava. Souvent, c'est quelques heures ou quelques jours, et puis ils vont bien, donc on les sèvre rapidement. On a par contre on a beaucoup plus d'enfants qu'on met en VNI Nava, des enfants dysplasiques. Ça, on commence à en avoir beaucoup. Et là, on a vraiment l'impression que ça marche bien. Mais dans la hernie, ils ne restent pas très longtemps en VNI Nava. En général, quand on les extube, ça va bien. Et on utilise, on a les deux, on a masque et canule. Je sais, hein? Ouais, c'est ça, c'est ouais. Merci Laïla. Alors, je pense qu'il y a un petit changement de programme pour